Enregistré. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas s'il y a des hommes avec nous. En tout cas, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel atelier. Je pense qu'on a des personnes qui sont là pour la première fois. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Le principe, c'est qu'on cuisine ensemble. Donc, c'est un moment de partage, c'est un moment de plaisir avant tout. L'idée, c'est de vivre ça dans la bonne humeur et pas dans le stress, parce que parfois, si vous êtes un peu trop accroché à votre recette et que vous voyez qu'on va trop vite, ou l'idée c'est de nous le dire, faites-nous signe, enfin faites-moi signe, allô, je suis perdue un peu, ça va trop vite pour moi, parce que je veux pas que vous soyez à rusher et que vous preniez pas de plaisir. Le but c'est vraiment de passer un bon moment ensemble. Donc surtout si il y a un petit temps de retard pour vous, dites-le moi. Voilà, donc moi ces ateliers, je les propose pour vous faire découvrir une cuisine créative qui marie un peu des saveurs parfois surprenantes. Alors là, aujourd'hui, on est plutôt dans du classique au niveau des saveurs, mais je vais vous amener aujourd'hui plutôt une façon de faire vraiment différente. C'est des recettes qui n'ont pas besoin de cuisson ou qui vont juste avoir un petit temps de marinade, où là, on va juste faire chauffer à très basse température les tomates et les courgettes. Mais l'idée, c'est de vous montrer à quel point on peut faire une cuisine qui demande vraiment peu d'ingrédients et d'ustensiles. Bon, là, pour le coup, je ne vous donne pas c'est pas la bonne explication pour aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'on a quand même deux recettes pas les plus simples. Mais ce que je veux vous montrer, c'est vraiment qu'on peut faire différemment. Donc ça, c'est vraiment deux classiques, les lasagnes et le tiramisu. Et vous montrer qu'on peut le faire d'une façon vraiment très santé, qui va vraiment vous donner beaucoup d'énergie. Et surtout d'être dans une légèreté d'esprit, donc pas de culpabilité. On mange vraiment que des bonnes choses qui sont bénéfiques pour votre corps, qui vont vous donner de l'énergie et qui voilà, vont faire marcher la machine à son plein, à son meilleur. Donc, on va commencer rapidement, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'étapes. On va commencer par le dessert, on va commencer par le tiramisu. Donc, normalement, d'après ce que je vous avais demandé dans le courrier, vous avez préparé comme moi ici vos ingrédients qui doivent être mesurés. Ça aide vraiment. S'ils ne sont pas mesurés, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à suivre, mais en tout cas, voilà, normalement, vous devez avoir préparé vos ingrédients, ce qui facilite les choses. Donc, en fait, ensemble, on assemble et je vous donne des petites astuces, je vous explique un peu pourquoi, comment on fait les choses. Voilà, donc on va commencer. N'hésitez pas à intervenir, hein, une fois de plus. Moi, j'aime bien ne pas me sentir seule, j'aime sentir que vous êtes là avec moi, comme dans un atelier qu'on pourrait avoir en présentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir et surtout à me dire si vous êtes un peu là. Voilà. On va commencer tout de suite avec donc le tiramisu. On va commencer par la base. Pour ça, on va mettre à proximité le moule qu'on a choisi pour mettre notre tiramisu. Donc, moi j'ai ce moule ici. En fait, c'est un moule pratique parce que je peux desserrer comme ça et le fond est amovible en fait. Donc ça aide à démouler une fois que le gâteau est bien pris. Donc là, je le fais évidemment. Mais en fait, le tiramisu, je pense que la plupart du temps, quand vous le faites, la version classique, vous ne le démoulez pas. De toute façon, c'est souvent à la cuillère qu'on sert directement. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas un moule comme ça pour faire beau et joli en présentation, comme la photo que vous avez montrée dans la recette, c'est pas grave du tout parce que vous pourrez servir le tiramisu à la cuillère dans un plat sans le démouler. Donc, on prend son moule, on le met un peu de son côté et on va mixer les ingrédients qui servent à préparer la base, un peu la croûte. Donc, on prend soit votre ruban à la main S, soit le blender. Donc, en fonction de... Là, l'idée, c'est que ça reste encore un peu granuleux. Certes, ça va être lié, mais encore un peu granuleux. Donc, le robot à la main S, c'est l'idéal. Moi, je fais tout dans mon Vitamix parce que je sais comment il fonctionne et je sais comment je peux gérer avec. Ça fonctionne aussi. Mais à vous de juger en fonction de vos connaissances, de vos outils personnels. Donc, on va commencer avec la base. Donc, dedans, on va commencer par mettre nos noisettes, un quart de tasse de noisettes. Voilà.
Débarrassez-vous au fur et à mesure de vos petits contenants pour éviter que ce soit tout bâtard sur votre plan de travail. Donc les noisettes. Ensuite, on va mettre une tasse d'amandes. Donc les amandes. On va ensuite mettre nos 10 dattes, si c'est des grosses medjool, ou une quinzaine de dattes plus petites. Donc je disais, on m'a posé la question, les dattes medjool, en fait, l'avantage c'est qu'elles sont grosses et moelleuses, qu'on n'a pas besoin de les faire tremper. Les Habibi, je les ai découvertes il y a un moment maintenant, mais elles sont vraiment moins chères que les medjool. Elles sont plus petites, mais elles sont très très moelleuses. Après, il y a les déglettes qui sont plutôt les classiques, mais celles-ci ont tendance à être un peu moins moelleuses. Donc l'idée, c'est peut-être parfois de les faire tremper un petit peu avant, quelques minutes avant. Ça aide à leur redonner un peu plus d'humidité. Donc on va mettre donc tout dépend si vous avez mis ces 10 dattes medjool ou bien une quinzaine de dattes de taille plutôt normale. Voilà. Ensuite, donc on a mis nos dattes. Ensuite, on a une cuillère à soupe de café, donc le fameux café, soit c'est du café instantané en poudre ou c'est du café moulu. Le but, c'est de donner une saveur de café. Donc, c'est pas vraiment très important le tout, que ce soit en poudre et pas liquide, pas infusé. Parce que ça va gêner un peu pour les proportions liquides et sèches. Donc là, on rajoute une cuillère à soupe donc de café, une cuillère à soupe de cacao en poudre, et on avait aussi une pincée de sel et une cuillère à café de vanille. Alors moi, je vous avoue que j'avais tout mis dans un petit bol. La cuillère à soupe de café, la cuillère à soupe de cacao, la pincée de sel et la vanille. Voilà, c'est tout ça qu'on rajoute. De toute façon, c'est tous les ingrédients que vous avez dû préparer pour la base qui se retrouvent dans le blender. Puis là, on va blender ça. Donc le but, voilà, c'est d'avoir une pâte un peu granuleuse, mais qui se tient quand même. Donc on y va. Je vais débarrasser ça. Je n'avais pas beaucoup de place. Hop, voilà. Donc on y va. Ok. L'idée, c'est qu'il reste encore des tout petits morceaux. Pour que ce soit granuleux, c'est un peu l'idée. Donc, il reste encore des petits morceaux. Mais ça va donner du croquant dans la base, donc c'est pas plus mal. Donc, une fois que vous avez votre base à la texture qui vous convient, on va la mettre dans le fond du moule qu'on a prévu. Donc, hop, moi, je prends une maryse. Je suis plutôt en bâton parce que ça accroche, ça colle un peu. Voilà, et hop, on va mettre ça, répartir dans le fond du moule. Alors, si vous avez l'impression que votre moule est trop grand, c'est ce que je suis en train de me dire d'ailleurs. Si vous avez l'impression que votre moule est trop grand, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez pour recouvrir la totalité pour faire une couche suffisamment épaisse, comme de l'épaisseur d'une croûte à la tarte. Dans ce cas-là, prenez un moule plus petit, tout simplement. Je pense que moi, pour le coup, je n'avais jamais testé cette recette dans ce moule-là. Et voilà, ça c'est une bonne façon d'apprendre à être débrouillard et à être créatif, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter. Ça demande de la souplesse à cuire. Donc là, par exemple, si vous regardez ma proportion de pâte versus, c'est sûr qu'il n'y en a pas assez pour recouvrir tout le monde. Donc je vais juste prendre un autre moule
et changer mon plan. C'est pas grave. On s'adapte. Voilà. Alors. Noémie? Ouais. J'ai absolument pas la même texture que toi et j'en ai comme 10 fois plus. Donc je crois que j'ai suivi la recette comme il faut, mais j'en regarde. Toi, tes dates, c'était quoi comme date? J'ai mis un peu des deux. J'en ai mis genre 5 grosses et le reste que des petites, parce que j'avais les deux à la maison. Parce qu'on dirait que là, ça se tient pas, hein, c'est pas collant du tout. Hein. Ah non, du tout. Faut que je rajoute des dates? Non. Et ouais, je pense que c'est ça. Faut que tu rajoutes des dates. Et si tu le prends entre tes mains, est-ce que ça se tient ou pas du tout? Parce que parfois, il faut juste les rassembler un peu pour se rendre compte si ça tient ou pas. Un peu, mais pas tant. Donc je rajoute des dates. Rajoute un peu de dates, ouais, ça sera mieux. Cool, Ouais. merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a un petit souci avec sa texture? Ou ça va? Bon, alors en tout cas, moi, c'est un moule plus petit et je pense que ça va être plus approprié. Donc là, ce qu'on fait, c'est que, bien sûr, on a les mains propres. On y va avec ses doigts pour vraiment répartir dans le fond du moule toute la croûte. Donc on y va comme de la pâte à modeler. Un petit côté comme quand on faisait les boules de beigne, c'était quand il y a 2 semaines. Donc, quand on façonne là, avec ses doigts, on a un petit côté ludique, mais aussi très méditatif, je trouve. On n'en a pas 50 à enlever, on a juste ça à étaler. Voilà. Donc une fois que vous avez mis toute votre pâte, votre croûte, votre base dans le fond, et ben on va mettre ça au frais. Pendant qu'on prépare la mousse qu'on va répartir dessus. Donc on met au frais une fois qu'on a réparti sa base dans son moule. Voilà. Donc, prochaine étape, étant donné que c'est une mousse... Excuse Noémie. Ouais. Quand tu dis au frais, c'est frigo ou congélo? Là, pour la croûte, tu peux aller au frigo parce qu'il n'y a pas besoin que ça fige comme après pour les prochaines étapes. Pour les prochaines étapes, on mettra au congélateur, mais là, tu peux mettre au frigo. Et si tu as plus de place au congélateur, mets-le au congélateur. Si ça t'arrange. Je vais attendre que vous soyez prêts. Et quand vous êtes prêts, on va passer à la mousse. A priori, là, on a plus besoin d'un blender que d'un robot à la main S. Si vous avez utilisé le blender pour faire la base, comme moi, pas besoin de le rincer parce qu'en fait, ça va être. Moi, il y a un tout petit peu de cacao qui colle un peu dans le fond. Mais étant donné que c'est quasiment le même type d'ingrédient pour la mousse, je ne vais pas m'embêter à le rincer entre les deux. Donc, si vous étiez au robot à la main S, passez plutôt au blender. Je pense que je vais vérifier, voir si vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Je vous vois encore actif, je vais attendre, j'ai pas envie de vous mettre dans le jus. Hop. Ok. Alors tranquillement. Hop, on va passer à l'étape d'après. Ok. Faites-moi signe, parce que j'arrive pas à savoir, je vous vois occupée, mais je veux pas non plus qu'on perde trop de temps, parce qu'on a beaucoup d'étapes aujourd'hui. Ok, je pense que ça a l'air d'être correct. On va passer donc à la mousse. Si vraiment c'est trop juste pour vous, dites-le moi. Je vois que Sandrine, t'es encore occupée avec ton blender. Non, mais allez-y, je rattraperai le retard, tout va bien. Merci. Okay. Ça va, Elsa? Salut Noémie, ouais, ça va et toi? Oui, tu t'en sors? En fait, je fais pas de dessert parce qu'on n'est pas très fan de tiramisu à la maison. Ah, voilà. Très bien, bah, tu suis alors. Bon, bah, comme ça, j'ai pas besoin de t'attendre. C'est bon pour toi, Clara? Ouais? Génial. Bon, alors on passe à l'étape d'après. Ok,
Donc la mousse. On va commencer par mettre 1,5 tasse de noix de cajou. Donc idéalement qu'on a fait tremper à l'avance parce que comme ça elles sont bien gorgées et ça fait un rendu beaucoup plus crémeux quand elles ont été trempées. Il n'y a pas besoin de les tremper longtemps, les cajous, c'est vraiment, ça peut être juste 10-15 minutes déjà, ça fait un bel effet. Donc voilà, quand on a un peu bouilli, on peut quand même le faire dernière minute. 1,5 tasse de cajou, ensuite on a 3/4 de tasse de dattes. Donc là, c'est une mesure quand même plus précise. J'aurais pu vous donner la mesure pour la base en tasse parce que quand on commence à parler des sortes de dattes, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a 3/4 de tasse de dattes. Hop. Ensuite, donc, nos cajous, nos dattes, 1/3 de tasse de chocolat noir fondu. Hop, moi je l'avais mis en arrière. Donc, le chocolat noir, le plus minimum 70% parce qu'on ne veut pas trop de sucre. Hein. L'idée, c'est d'avoir plus le cacao, le chocolat. Voilà, le cacao fondu, le chocolat, pardon. Je ne sais pas si vous l'aviez fait fondre d'avance. J'espère parce que sinon, ça risque d'être un petit peu plus long pour vous. Ensuite, donc après notre chocolat fondu, on rajoute 1/4 de tasse de sirop d'érable. Hop, 1/4 de tasse. Après ça, on a 2/3 de tasse de lait végétal. Alors moi, mon lait végétal, celui que j'utilise le plus dans toutes mes préparations et que souvent je ne fais pas d'avance parce que c'est hyper simple à faire dernière minute, c'est le lait de cajou. Avec un bon blender comme le Vitamix, on met juste une petite poignée de cajou, même pas besoin de les faire tremper, on le met juste dans le blender et on rajoute une proportion d'eau qui va faire que le lait va être à la consistance qu'on souhaite. Donc si on met moins d'eau, ce sera plus crémeux et si on met plus d'eau, ce sera moins crémeux. Mais souvent, je le fais dernière minute en fait, parce que ça se conserve pas très très bien les laits végétaux maison. Donc c'est hyper rapide à faire, donc pas besoin de s'embêter avec ça. Donc je l'ai fait avant l'atelier, mais ça prend 2 secondes à faire vraiment, puis ça coûte tellement moins cher et c'est bien meilleur parce qu'au moins on sait ce qu'on met dedans que les briques qu'on achète de lait végétaux. En tout cas, ça c'était ma petite astuce lait végétal. Donc on met notre 2/3 de tasse de lait végétal avec notre préparation. Ensuite on a 4 cuillères à soupe. Alors soit c'était le beurre de cacao fondu, soit c'était l'huile de coco fondue, en fonction de ce que vous aviez chez vous. Alors, 4 cuillères à soupe. Ah oui, mince. Je n'avais pas préparé celle-là. C'est pas grave, j'ai mis sous le coude l'huile de coco. Et comme il fait très chaud, aujourd'hui moins, mais pas besoin de la faire fondre. Alors ça, c'est quand même le bel avantage de l'été. C'est que l'huile de coco, on n'a pas besoin de la faire fondre quand il fait plus de 27 degrés. Je ne sais pas si vous saviez, c'est à partir de 27 degrés qu'elle est disponible fondue toute la journée. Donc, hop, il y a mes 4 cuillères à soupe. Voilà. Je n'avais pas mon beurre de cacao, pardon. Donc j'ai mis l'huile de coco. Ensuite, on a 1/3 de tasse de cacao en poudre. Et on avait enfin 2 cuillères à café, de café, toujours la même chose que vous avez utilisé pour la base. Donc soit du instantané, soit du café mini. Donc on met ça dans notre bol. Et là, on va aller blender ça et ça va vraiment avoir une belle texture. Vous allez voir, ça va être très crémeux. Donc on mixe ça jusqu'à ce qu'on ait vraiment une texture très uniforme et très lisse. Donc voilà, on y va. Et on va verser ça ensuite sur le moule qu'on pourra sortir du frigo ou du congélateur. Ça dépend où vous l'avez mis. Donc a priori, j'ai pas besoin du bâton pour manipuler ça. Ça va mixer tout seul. Allez, on y va.
Il faut vraiment qu'il y ait plus de petits morceaux. Donc, n'hésitez pas si vous avez l'impression que c'est pas assez, ça mixera pas assez bien. Vous voyez qu'il y a encore des petits granules. C'est parce qu'il manque peut-être un petit peu de liquide. Peut-être que le lait avait pas, il en manque un tout petit peu peut-être dans la mesure, je ne sais pas. Mais parfois, les cajous aussi, ça dépend si elles sont trempées depuis longtemps ou pas longtemps. Donc, n'hésitez pas si vous voyez que ça peine à arriver en texture lisse, à rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà pour moi. Ça vient là-dedans. Vous pouvez goûter. C'est vraiment de la crème au chocolat. Mais ça va faire un effet mousse, vous allez voir, en refroidissant. Parce que le beurre ou l'huile de coco de cacao ou l'huile de coco va va figer un peu, donc ça va être très fondant, un peu mousseux. Voilà. Hop, donc on récupère son moule au frais, dans le frigo au congélateur. Et là, on va verser tout simplement la mousse sur notre pâte. Voilà. La belle texture, je vais essayer de vous montrer la belle texture de la mousse. Tac. On verse partout, on égalise, on met vraiment toute la pâte, toute la mousse à niveau. Voilà. Donc, quand on a terminé, on essaye de récupérer un maximum, hein, parce que quand même, c'est dommage de perdre. Hop. Et donc là, hop, on égalise, on met vraiment tout à niveau. Et quand c'est prêt, ce qu'on peut faire, c'est tasser comme ça. On peut tasser parce que c'est quand même assez. Et là, cette fois-ci, on va passer au congélateur parce qu'on veut que ça prenne rapidement pour pouvoir mettre la crème par-dessus. Donc, ce que je vous propose, on met ça au congélateur, on rince, on nettoie son blender et on se retrouve pour faire la crème. Noémie, tu nous diras quand est-ce qu'on doit allumer le four ou on était censé l'avoir déjà fait? Non, t'inquiète pas, on le fera. Vu que c'est basse température, ça chauffe vite. Ouais. Ça dépend de ton four, mais ouais, quand c'est basse température, c'est très rapide. Je voulais pas, comme quand il fait chaud, j'évite d'avoir le four allumé trop longtemps. Ouais, je comprends. Merci. Ok, cool. Donc, je pense que quand on va être sur la fin du tiramisu, on pourra. Si vous utilisez le déshydrateur, c'est encore plus rapide. Donc, en tout cas, t'inquiète pas, je te le dirai. On rince notre blender puis on se retrouve.
Voilà. Ça y est. Ah, non, c'est ça. Ok, parfait. Bon. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'étape de la crème? Alors, on va reprendre notre bol du blender. Donc encore blender, hein, pas le robot Lamarès, on y va avec le blender. Donc là, on met nos 3/4 de tasse. Vous êtes tout OK? On dirait que ça a l'air. Ok, parfait. Génial. Alors, donc, on prend nos ingrédients préparés. On a donc 3/4 de tasse de cajou. Donc là. Ensuite, on a 3/4 de tasse de crème de coco. Et on va récupérer un peu. Trois quarts de tasse de crème de coco. Ensuite, on a 3 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Voilà. Ensuite, on a 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Et enfin, on termine avec la vanille, 1 cuillère à café. J'ai mis la vanille liquide, mais ça pourrait être la vanille en poudre. Dans ce cas-là, on peut en mettre un peu moins. Si c'est la vanille en poudre, on peut en mettre une demi-cuillère à café, ça suffit. C'est un pouvoir vanillant, vanillisant, qui est un petit peu moins prononcé quand c'est liquide. Ok, donc on a juste tous ces ingrédients-là mis dans le blender et on va aller mixer tout simplement. Et une fois que c'est lisse, eh ben, on récupère notre moule dans le congélateur. On vérifie que c'est assez pris pour pouvoir, ça ne va pas se mélanger avec la colle du thé. La mousse est assez prise pour verser la crème dessus. Et donc d'abord on mixe et on se retrouve après avec le moule du congélateur pour vérifier qu'on peut le faire, on peut verser. Là, c'est bien lisse. C'est bien beau. On a notre crème. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Si c'est terminé. Donc, je récupère mon moule dans le congélateur. Donc là, ça va être une histoire de feeling. Il va falloir que vous mettiez le doigt dessus. Si en touchant, vous sentez que c'est suffisamment compact, solide pour supporter la crème par-dessus sans que les deux se mélangent, vous pouvez y aller, vous versez votre crème. Moi, c'est le cas. Si ce n'est pas assez, je vous suggère d'attendre évidemment que ça soit un peu plus pris pour verser votre crème. Dans ce cas-là, vous pouvez la mettre de côté et puis vous ferez ça plus tard. Parce que là, de toute façon, c'est l'avant-dernière étape. C'est-à-dire qu'on finira, on fera vraiment la finalisation des toppings après la lasagne, parce qu'il faut vraiment que la crème, il faut qu'elle fige et elle, c'est plus long. Donc voilà. Donc si vous êtes capable, si vous êtes capable de, vous m'entendez? J'ai un appel, ok, pardon. Ok, je vous avais perdu. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on ne te voyait juste plus. Mais on Déjà, ça ne m'est pas arrivé encore, mais j'avais un appel pendant que je suis sur Zoom. Ça bloque la vidéo. Ok, donc là, on va se servir à nouveau de la spatule, la marine, pour toujours conserver, pour aller vraiment racler et conserver un maximum de crème. Donc là, je vais commencer à la verser. Alors, essayez d'aller mollo si vous n'êtes pas très sûr
de vos textures pour, voilà, en la répartissant légèrement, pas en gros paquet pour éviter que ça fasse un poids qui vient alourdir et qui va pas permettre d'avoir des belles couches bien définies. Donc là, une fois qu'on a, hop, une fois qu'on a tout versé, on récupère les dernières petites quantités, hop, et voilà, tout simplement, on va pouvoir rincer ça, et on remet son moule au congélateur. Alors mettez-le bien droit, bien sûr, pour avoir des niveaux droits. Il faut bien le mettre droit évidemment, parce que dans un congélateur, c'est pas toujours, on manque toujours de place et c'est pas facile. Souvent, ça repose sur d'autres trucs qui sont pas, en tout cas. Voilà, donc pour le tiramisu, on a fait quasiment tout le travail. On aura peut-être juste le topping à mettre sur le dessus à la fin. Là, on va passer aux lasagnes. Donc, on va allumer le four. Donc, à la plus basse température si c'est un four classique. Si c'est un déshydrateur, vous pouvez l'allumer à 42 degrés maintenant. Voilà, j'ai mon déshydrateur en avant. Et comme ça, pendant qu'on prépare, pendant qu'on fait les découpes de la courgette et des tomates, ça va chauffer tranquillement. On devrait être bien en ce moment. Donc, peut-être pour se préparer avant de commencer la recette, on va à nouveau nettoyer le bol du blender parce qu'on va en avoir besoin pour le fromage et la viande encore. Donc, on rince ça et on va commencer les lasagnes. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend d'abord nos tomates. Donc, on va commencer par la courgette parce que les tomates, elles vont faire du jus sur la planche et ce ne sera pas hyper agréable de travailler les courgettes après. Donc, commençons par la courgette. Donc, si vous n'avez pas de mandoline, faites-le au couteau. L'idée, c'est qu'on va aller vraiment dans la longueur pour faire des grandes tranches de courgettes. Ça va être en fait notre pâte à lasagne. Notre tranche de courgette. Donc, on coupe les bouts de la courgette. Donc, juste hop, les bouts. Pas besoin de retirer la peau, surtout si elle est bio. Et on y va, on va faire nos tranches. Alors, on ne les fait pas extrêmement fines, c'est-à-dire que moi, j'ai fait au deuxième niveau. Pas le tout premier qui est très très fin, mais au deuxième niveau. Donc, je commence avec les mains, mais sûrement, je vais finir avec le buzzer. Si je le retrouve, je peux. En tout cas, si vous avez besoin, utilisez votre buzzer si vous n'êtes pas très sûr de vous. Moi, j'ai l'habitude et je l'ai utilisé une fois, c'est très mal avec mon buzzer. Je ne suis plus jamais retenu mal. Ok, donc on y va. Ah, ouais. On y va, on fait nos tranches. Voilà. Donc on y va. On vérifie que ça vous convient. Moi, ça donne ça comme épaisseur. Donc c'est pas hyper fin, là, on va faire un quelque chose. Mais c'est quand même fin, ça se tient quand même. Ça ne va pas se casser en deux tout de suite. Ok. On va bien dans la longueur. Voilà. On arrive sur le centre plus elles sont larges, évidemment. Et ça fait vraiment des belles tranches bien. Ne pas appuyer avec la longueur de la main. Sauf pour ça, moi je préfère la main parce que le buzzer, il ne prend pas toute la longueur de la courgette. C'est plus facile à la main. Mais bien sûr, faites très attention s'il vous plaît. Je sais qu'il existe des gants pour spécialement les mandolines pour éviter de se faire mal. Peut-être que j'en ferai l'acquisition prochainement.
On y va comme ça. Et quand on arrive à la fin, on sent que ça devient dangereux. Ben, on s'arrête. Je vais peut-être tenter une dernière. Ouais, c'est dangereux. Ok. Voilà. Donc, on a notre tranche de courgette. Surtout si vous n'avez pas envie d'utiliser les bords qui sont plus fins et pas en jaune tranche. Voilà, gardez-le parce que soit vous le mettez dans une salade, dans une crème ou dans une trempette, n'importe quoi. Surtout, ne le jetez pas, hein, c'est vos richesses, c'est le plus possible. Donc, on les a de côté. Voilà, on va passer aux tomates. Maintenant qu'on a les tranches de courgettes, on va passer aux tomates. Donc, 2 tomates. Et ce qu'on va faire, c'est des tranches un petit peu plus épaisses quand même que les courgettes. Je dirais ce genre de tranches là. Ni trop épais, ni trop fin. Ça se tienne quand même. Je sais pas ce que ça fait. On va faire des pouces peut-être. Comme ça. Donc, faites de jolies tranches de tomates. Pas trop fine, pas trop épais. Moi, je retire toujours le petit cœur. Je n'aime pas trop ça. En bouche. Hop, on continue. Voilà. Donc là, évidemment, tout dépendra de la taille de vos légumes. On verra à la fin, mais c'est pas le nombre de. On va s'ajuster parce que là, ce que vous découpez, peut-être vous utiliserez tout, peut-être vous n'utiliserez pas tout. Ça va dépendre du montage, de l'assemblage de votre lasagne. Donc, comme c'est difficile de donner une indication précise parce que les légumes n'ont jamais la même taille. Hein. Quand on dit une petite tomate, une grosse tomate, ça peut être très abstrait quand même. Il y a tellement dans l'esprit de chacun, dans le jardin de chacun. Une fois qu'on a coupé toutes nos tomates en tranches, alors là aujourd'hui j'ai fait ça avec mon couteau qui coupe très très bien, mais sinon les tomates je les découpe toujours avec un couteau avec des dents, c'est beaucoup plus facile. Là, comme il est très bien aiguisé, ça marche très bien. Ok, donc une fois qu'on a nos légumes découpés, on va prendre le petit plat qu'on avait prévu pour mettre ça dans le four. Donc moi j'ai un petit plat comme ça que je vais mettre dans mon déshydраteur. Donc, ce que je vous suggère, c'est de mettre les tomates en dessous parce qu'elles vont rendre beaucoup de jus et je ne veux pas qu'elles soient trop imbibées les courgettes de jus. Donc, on met les tomates dans le fond, on prend un petit filet d'huile d'olive pour commencer à mettre sur les tomates. Voilà. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, léger. Ouais, on voudrait que ça rentre trop d'eau. On veut quand même que ça un peu assaisonné. Et là, on rajoute un peu nos. Noémie ? Oui. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais j'aimerais bien savoir. Moi, je t'entends vraiment super mal là depuis comme 5 minutes. C'est mon four, c'est mon déshydrateur. Ok, Parce que du coup, je ne comprends rien à ce que tu commentes en fait. Je comprends rien. Je suis d'accord avec toi, le son il a vraiment baissé en qualité là depuis un petit moment. Ouais, ok, merci. Et là, ça doit être assez mieux, non? Ouais, ouais. Oui. Bah, en fait, c'est parce que j'ai mon déshydrateur en arrière, mais je vais aller le mettre dans une autre pièce et je reviens. Comme ça, on l'entendra pas. Je pense que ça fait un son parasite et on t'entend plus. Et là, c'est bon, hein. Là, vous êtes d'accord, ça va être correct, hein? Ouais. Ok, bon, je vais juste changer le déshydrateur de pièce. C'est très bien, j'aurai moins chaud comme ça. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut allumer le four là? J'ai peur de rater ce moment-là. Ah oui, tu l'as pas allumé? Attends, j'arrive. Non, j'entendais rien en fait. Ok, donc Oui, on a allumé le four avant de découper les légumes. Allume-le maintenant, mais ça va aller, t'inquiète pas. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement chaud. Je l'ai à 170 Fahrenheit, c'est bon? C'est très bien. De toute façon, souvent,
C'est rare de l'avoir à moins de 170 au départ, hein. À moins que ce soit un super haute complète. Donc, on continue avec nos légumes. Là, j'ai mis, donc j'avais assaisonné mes tomates en dessous. J'ai mis une couche de courgettes. Je mets un tout petit filet d'huile d'olive. J'arrive à la... J'assaisonne déjà cette première couche. Hop. Et je mets mon autre couche à peu près. C'est de l'à peu près, hein, c'est vraiment pour mariner un peu. Hop, sel, poivre à nouveau et l'huile d'olive. Puis on va mettre ça dans le four. Excuse-moi, Noémie, question. Oui. Là, tu mets ça dans un plat qui va te servir à dresser ton... Non, c'est vraiment juste pour Juste pour passer au four. Comment? C'est pour passer au four, là, juste. Oui, ouais, juste ça. C'est pas pour la présentation. Pour Ok. la présentation, je vais assembler ma lasagne. Alors, c'est pour 2 personnes. Donc, j'ai pris un plat plat pour la voir, que ce soit joli. On voit vraiment tous les étages. Donc, vous aviez voulu la faire dans un... Parce que je vous avais donné l'option de la faire dans un plat creux, type creux, que type celui-ci. C'était aussi possible. Hein. Mais là, moi, ce que j'ai fait là, ça va juste au four. Mais vous pourriez très bien vous le même plat pour faire votre dressage après. Hein. Voilà, donc je mets ça de côté. Donc là, une fois que... Alors, c'est ça, il me manquait de l'huile. Je sais pas si on a bien fait. Voilà. Une fois que vous avez mis... c'est des petits filets hein, d'huile, ça ne va pas vous mettre énorme. Une fois que vous avez mis votre assaisonnement et l'huile, on met ça dans le four. Donc, je vais dans notre caisse. Donc, on est d'accord que c'est une couche de tomates, une couche de courgettes, encore une de tomates et encore une de courgettes. Et là, on met au four? Non, là, tu mets juste toutes tes tomates dans le fond. Ouais. Pardon, j'ai peut-être pas été assez claire. Tu mets toutes tes tomates dans le fond. Tu assaisonnes et tu mets un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, tu mets une première couche tu sépares en deux ton paquet de courgettes. Tu mets une première couche de courgettes, sel, poivre, huile d'olive. Tu remets ton autre couche de courgettes, sel, poivre, huile d'olive. Ok, merci. Pardon. Et puis, tu peux mettre ça dans le four. Je vais prendre mon temps pour l'étape d'après pour pas vous rusher trop. Je vous annonce qu'on ne va pas faire rentrer ça en 1 heure. Là. À mon avis, j'espère que vous n'êtes pas pressés. Mais il nous reste encore la viande, le fromage, assembler la lasagne. Bon, remarque. Je pense que dans un quart d'heure, si on avance bien, on devrait avoir terminé. Donc peut-être on va dépasser de 5-10 minutes grand max. J'espère que ça Mais va te préoccupe pas de moi, hein. Avance pour tout le monde là. Puis moi, j'ai le temps, je m'en fous. Je finirai après. Est-ce que tout le monde, c'est OK? Vous avez pu mettre vos légumes au four? Dans 2 secondes, oui. Dans 2 secondes. Elsa, c'est correct pour toi? Good, OK. J'ai l'impression pour tout le monde. OK, donc on va passer à la préparation de la viande. La viande de noix de Grenoble. Vous allez voir, ça a une texture. C'est ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait pour la session des tacos. Si vous vous souvenez. Une petite variante un peu plus méditerranéenne avec des olives. Donc voilà, vous allez voir ça. Il n'y a plus le cumin et les épices qui donnent cette vibe mexicaine. Là, on est plus quand même en Méditerranée avec les lasagnes en Italie. Donc, OK, on y va avec une tasse de noix de Grenoble. Là, ça peut être au Rogolavent-S, par exemple, parce qu'on veut encore quelque chose de granuleux. Donc, une tasse de noix de Grenoble, un quart de tasse de concentré de tomate. Hop, la petite pâte de tomate. Idéalement bio, parce que les tomates, on veut toujours les consommer bio. C'est le genre d'ingrédient qui est bourré de pesticides s'ils ne sont pas bio. Comme les pommes de terre, les raisins. Tout ça, on consomme idéalement jamais pas bio. Hop, donc on y va avec ça. Donc la pâte de tomate, les noix de Grenoble. On a une gousse d'ail. Hop. J'avais déjà épluché. Une gousse d'ail. Ensuite, on a une demi-cuillère à soupe de paprika fumé. 5 olives. Donc le paprika, oui. Moi j'avais déjà préparé. Donc là j'ai mon paprika et une cuillère à café de levure.
Donc, je vais vous redonner dans l'ordre comme je vous avais donné dans la recette. Donc, le paprika fumé, c'est une demi-cuillère à soupe. Ensuite, on a les 5 olives. Retirez bien les noyaux, sinon ça va être un petit peu joli. Ensuite, on a une cuillère à soupe, une cuillère à café de levure, pardon, avec notre demi-cuillère à soupe de paprika fumé. Moi, les deux, je les prépare ensemble dans le même bol. Voilà. Et on a ensuite, pour finir, notre sel et notre poivre. On en met un petit peu, pas trop. S'il y a besoin, on réajustera à la fin. Voilà. Le son est bon là, hein, vous m'entendez bien? Ouais. Parfait, super. Good, alors là, on y va jusqu'à obtenir une texture granuleuse, mais qui se tient. Si jamais vous avez l'impression que c'est trop sec, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Ça va être à votre convenance. Donc, on veut un peu une texture de viande hachée à la bolognaise, grosso modo. De viande qu'on mettrait dans des lasagnes, évidemment. Donc, on y va avec ça. Texture. Donc, ça a besoin d'être un petit peu plus. N'hésitez pas à rajouter de l'eau, hein, parce que par rapport, par exemple, pour ceux qui étaient là pour la viande de tacos, c'était un peu plus pâteux. Là, on veut que ce soit un tout petit peu plus liquide, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. On veut pas que ça soit trop compact. Hein, voilà, il faut que j'en rajoute un peu. Par exemple, je vous montre. Là, c'est un peu trop compact. Là, si je retourne, ça coule pas du tout. C'est un petit peu trop épais. Donc, je rajoute un petit peu d'eau. Juste un petit peu. Il vaut mieux y aller petit à petit avec l'eau parce que parfois, on peut se retrouver avec quelque chose de trop liquide d'un coup. Donc, allez-y vraiment avec parcimonie. Petite dose par petite dose. Un petit peu plus. Voilà, je pense que je suis satisfaite. Alors, ça coule pas pour autant, mais si je le laisse, ça coulerait. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble pour que vous puissiez voir. C'est quand même... ça pourrait être un tout petit peu plus liquide. Goûtez pour voir si ça vous plaît. Moi, j'aime ça au niveau du goût. Peut-être je vais rajouter un tout petit peu plus d'eau. Allez-y avec ce qui vous semble intéressant pour votre lasagne. C'est vous qui jugez. Hein. Vous êtes la créatrice de votre chef-d'œuvre culinaire. C'est sûr que si c'est trop liquide, ça va couler trop de la lasagne. Donc, on ne veut pas non plus que ce soit trop liquide, mais on ne veut pas que ce soit sec en bouche. Donc, c'est vraiment un entre-deux. C'est difficile à décrire. Ça va être à vous de juger. Ouais, je pense que je l'ai là. Je pense que j'ai la bonne texture. Je vous montre. Ça, c'est parfait, ouais. Donc là, on voit, ça coule quand même bien. Je ne sais pas si vous voyez. Ça coule sans couler. C'est que c'est quand même... Voilà. C'est pas non plus une grosse pâte trop épaisse. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez le mettre dans un petit bol pour tout à l'heure, quand on fera notre dressage. On va voir ce que ça donne. Vous allez voir. Je vais les faire tomber. Voilà. C'est quand même vraiment une texture de sauce à spaghetti. Hein. Avec, comme si on avait la viande hachée. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez goûté, mais
On dirait vraiment la viande hachée. On dirait pas du tout que c'est des noix. Surtout avec les olives, je trouve que ça donne vraiment ce petit côté très méditerranéen. On est vraiment en Italie. Là. Voilà. Voilà pour mettre la viande hachée. On peut juste la réserver sur le côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le blender parce qu'on va faire le fromage maintenant. Voilà. Hop, c'est bon. Moi, j'ai soif. Je disais la dernière fois, n'hésitez pas à penser à boire de l'eau quand vous cuisinez, tout quand il fait chaud, parce que quand on est actif, on s'oublie un peu comme ça, mais non. Prenez un verre d'eau quand vous avez besoin. C'est aussi l'occasion de faire une petite pause. Donc, on va faire notre fromage de cajou. On a beaucoup de cajou aujourd'hui. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller avec le fromage de cajou. Alors, donc on prend notre bol à nouveau. Alors ça peut être encore au rebol à main si vous avez envie d'une texture un peu plus ricotta avec des tout petits granules. Sinon, si vous voulez quelque chose de très lisse, allez-y avec le blender. Mais même avec le blender, vous pouvez vous arrêter avant, que ce soit très lisse, et puis vous aurez un peu l'effet un peu ricotta. Donc, on prend nos 3 quarts de tasse de cajou qu'on met dans le bol. J'espère que vous êtes OK. Vous n'êtes pas trop à la rue. Je vois plus Elsa, j'espère que ça va. Clara, ça va? T'as l'air de courir. Bon, OK. Alors, on y va. Donc, on a mis dans notre bol les 3 quarts de tasse de cajou. On va rajouter ensuite, pardon, je suis où? Oui, ensuite notre gousse d'ail. Hop, une gousse d'ail. Ensuite, on a une cuillère à soupe de jus de citron. Voilà. Ensuite, on a notre quart de tasse d'eau. Et on va mettre sel, poivre. Et les herbes, on les réserve pour la fin. On va d'abord mixer la préparation de base sans les herbes. Donc là, on met juste notre sel et notre poivre et on va blender. Moi, j'aime bien poivrer mon fromage de cajou. Excusez-moi. Ok. Donc, quand vous avez mis tous vos ingrédients, vous mixez. Si vous voulez que ce soit très lisse, vous attendez que ce soit très lisse. Vous pouvez avoir une texture un peu plus granuleuse si vous aimez le côté un peu ricotta. Je viens d'y penser. On dirait que j'ai envie que ce soit un peu plus fromagé. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais en fait, la levure alimentaire a vraiment ce petit goût umami qui fait penser au fromage. Et souvent, on le rajoute pour faire des faux fromages, pour donner vraiment ce goût-là. Je ne l'ai pas mis dans la recette, mais là, j'ai envie de le rajouter. Donc, si vous en avez sous le coude et que vous avez envie que ce soit un peu plus fromagé dans le goût, allez-y, moi, c'est ce que je vais faire. Ça peut être juste une cuillère à café de levure. J'ai besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Ça, c'est la petite créativité dernière minute. Donc, on y va, on blende ça.
là, moi, on dirait que j'aimerais ça que ce soit un peu plus lisse. Mais pour ça, il me manque un peu de liquide, donc je rajoute un petit peu d'eau. Quand vous voyez que ça donne juste de la granule et que ça peine à prendre en crème, c'est tout simplement qu'il manque un peu d'eau. Peut-être que mes cajous, dans toutes mes préparations, n'avaient pas assez trempé, c'est pour ça que mes proportions d'eau prévues n'étaient pas suffisantes. Donc, hop, je rajoute un petit peu d'eau. Il ne manquait pas grand-chose, hein, parce que ça a vite pris beaucoup mieux. Donc moi, un petit peu plus lisse peut-être. Parce qu'on a déjà un côté granuleux avec la viande, alors là, j'en ai un peu plus lisse avec le fromage. Voilà. Donc une fois que vous l'avez, ben pareil, vous le mettez dans un petit bol de côté pour le dressage de notre lasagne à la fin. Voilà. Moi, la texture ressemble à ça. Un fromage, ça plutôt un fromage à tartiner, on s'entend. Hein, c'est une crème fromagère plutôt. C'est un peu notre béchamel finalement. C'est béchamel plus fromage en un. Pour retrouver un peu les similitudes avec la lasagne classique. Vous allez voir, ça va être très très bon. Hop. Donc là, on vide tout bien. On met ça dans un petit bol. Voilà. Il est chaud aujourd'hui. Je pense que j'aurais dû mettre un t-shirt. Hop, bon, voilà. Puis vous pouvez goûter. Parce que par exemple, s'il manque du sel ou du poivre, c'est maintenant qu'il faut le rajouter. Évidemment. Moi, j'en mets pas trop parce que le reste est déjà bien assaisonné et j'ai pas envie que ce soit. Puis surtout, on évite, hein, dès qu'on peut s'épargner trop de sel. Le poivre encore, bon, ça a plutôt des bonnes vertus. Et le sel, on évite vraiment dès que possible. Il y a pas mal de façons de remplacer le sel en fonction du type de préparation qu'on fait. Mais les algues, j'en parlais dans le webinaire avec Eve mercredi, les algues, la sauce tamari et le miso, c'est des bons remplaçants du sel, par exemple. Quand on fait attention. Ok, donc là, on a notre fromage, on a notre sauce tomate, enfin notre viande de tomate. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans notre fromage nos petites herbes fraîches. Moi, je me garde une petite tête de basilic, très cute, pour mettre sur le dessus de ma lasagne dans la présentation. Donc, je me mets des petites herbes du jardin, un petit bouquet d'herbes fraîches. Donc j'ai mon origan, mon persil plat et mon basilic. Hop, et puis on va mettre ça sur notre planche. Je vais retirer un peu les queues trop longues du persil. Et hop, tout le reste, on va l'émincer finement. Donc retirez juste les grosses queues qui gênent. Le reste, on émince. Ok. Ok. Donc là, on prend tout ça. On fait un petit paquet. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi cette petite technique que j'ai déjà donnée dans d'autres ateliers. On fait un petit paquet avec nos herbes, on compacte et on vient directement dedans hacher. Alors, c'est ma technique, hein, faites votre technique si vous êtes plus à l'aise, mais c'est une bonne technique pour hacher beaucoup d'herbes en même temps, sans trop les abîmer aussi, parce que plus on les hache, plus on les abîme, surtout le basilic, moins on le manipule, mieux il se porte.
Donc, allez-y avec quand même quelque chose d'assez fin. On peut aller dans un sens puis dans l'autre après. C'est une bonne technique pour ne pas y aller trop à la barbare. Juste en 2 fois, normalement, on a un bon émincé. Donc, on reprend notre petit fromage et on va y ajouter les herbes et on mélange. Hop, au fur et à mesure. J'aurais pu faire ça autrement. La technique est nulle. Voilà. Tac, on met tout ça dans le bol et on mélange. On a une bonne crème fromagère avec nos épices, nos herbes, oui, nos feuilles d'herbes fraîches. Voilà. Donc, une fois qu'on a mélangé ça, on réserve. On garde ça sous le coude pour dresser notre lasagne. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer nos légumes. Vous pouvez éteindre votre four, hein. Surtout si vous avez trop chaud déjà. On éteint le four et on va dresser la lasagne. On tourne ma planche. Hop, ça c'est ma technique. Quand j'ai pas le temps de laver ma planche, que j'en ai besoin, qu'elle soit propre, je la retourne tout simplement. C'est pas cool parce qu'en dessous après il faut nettoyer. C'est pas grave. Quand on n'a pas le temps, c'est quand même très pratique comme astuce. Donc on va prendre notre plat de présentation. Donc soit c'est un plat creux, soit c'est un plat plat. Donc moi c'était ça. Et on va récupérer nos légumes dans le four. Donc je vais chercher ça moi à côté. Donc c'est normal si ça n'a pas cuit réellement. Ça a dû juste ramollir et un peu légèrement, très très légèrement confire. Donc on prend nos légumes du four. Est-ce que vous êtes prêts pour l'assemblage? Alors, essayez de jauger en fonction des quantités que vous avez sous les yeux. Donc normalement vous avez tous vos ingrédients pour assembler qui sont réunis sous les yeux. Donc on n'a pas 50 non plus, hein. Il y a le fromage, la viande, les courgettes et les tomates. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une première couche de courgettes. Donc sachant que on va sûrement faire 2 niveaux, donc 2 niveaux pour la viande et le fromage. Ça veut dire qu'on va avoir 3 couches de courgettes. Donc, essayez de diviser en 3 vos courgettes. Ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez avoir comme largeur et longueur d'assemblage. 4, 5, 6, 7, 8, 12. Donc, moi, j'ai ces 4 tranches que je vais pouvoir mettre. Et essayez de garder les plus belles pour le dessus. Ce sera plus sympa pour le visuel de la présentation. Donc, mettez vos moches en dessous. Donc moi, je commence avec 4 tranches moches en dessous. Hop. Alors, soit vous voulez qu'elle soit bien haute, dans ce cas-là, vous pouvez la faire un peu large. Soit vous voulez qu'elle soit un peu moins haute, et dans ce cas-là, si elle est moins haute, plus large, et si elle est plus haute, un peu plus étroite. Donc là, moi, je vais mettre mes 4 comme ça. Voilà. Moi, ça ressemble à peu près à ça, ma base, pour vous montrer. Donc ici, une fois que vous avez mis votre premier tiers de courgettes, vous allez mettre une moitié de la quantité de viande par-dessus, en faisant en sorte que ce soit plutôt bien réparti, évidemment. Donc là, allez-y vraiment sur toute la surface de la courgette. On essaie d'aller sur les bords, mais sans trop dépasser, en restant quand même... Allez pas trop sur les bords, parce que surtout que le poids au moment de l'assemblage final va peut-être écraser un peu, donc faire un peu ressortir les... Noémie? Oui? Dis-moi, Elsa. La viande, on va en mettre combien de fois? 2 fois. En fait, Okay, il n'y a que les courgettes et les tomates qu'on va mettre 3 fois. Donc, tu fais des moitiés pour le fromage et la viande. Et à chaque fois,
Attends, je te dis des bêtises, les tomates, ça va être 2 fois. Ouais, de toute façon, les tomates, ça va être en fonction de la... C'est moins important que les courgettes à définir parce que ça va être juste, on va les répartir en fonction de la taille qui est déjà définie par les courgettes. Donc en tout cas, pour les préparations viande et fromage, c'est en 2 fois. Ok, Donc là, super, merci. Ouais, la moitié de ta viande sur tes courgettes. Puis une fois que c'est fait, on va mettre la moitié du fromage sur la viande. Voilà. Donc on répartit pour que ce soit égal. Comme ça. Et puis ensuite, on va par-dessus notre fromage. On va ajouter des tomates. Donc là, vous mettez une couche de tomates. Voilà. Bon, les miennes, je vais les superposer très très légèrement, comme ça. Je vous montre. Parce qu'elles ne sont pas assez larges pour faire toute la largeur. Donc j'ai fait comme ça. Je vous montre. J'ai ma première couche de viande. Vous voyez, la viande, elle a tendance à sortir un peu. Donc, quand vous la répartissez, mettez-la plus vers le centre, mais pas en allant complètement sur les bords. Donc voilà, ça fait première étagée, c'est comme terminé normalement. On va pouvoir passer à un deuxième étage. Donc là, on rajoute à nouveau un autre tiers de tranche de courgettes. Hop. Donc si jamais vous avez des plus larges et que vous ne voulez pas qu'il y ait trop de courgettes, alors c'est vraiment... c'est à vous de décider là, je ne peux pas vous dire. Moi par exemple, on dirait que si pour ma couche du milieu, j'ai que 2 tranches, je pense que ça me convient. Peut-être que je vais juste mettre une troisième au milieu pour que ce soit bien stable. Et c'est tout, comme ça. Et puis là, je vais à nouveau faire comme la première fois, rajouter donc ma viande. Donc là, a priori, c'est l'autre moitié, donc on finit tout. On essaye de rester quand même dans le centre. Pas mettre trop sur les côtés parce que le reste va écraser, puis sinon ça va dégouliner sur les côtés. Bon, alors si vous êtes dans un plat creux, vous n'avez pas ce souci-là dans la présentation visuelle finale, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. Vous mettez juste les couches et c'est bien plus simple. Hop. Donc, hop, une fois que j'ai mis ça, je mets mon fromage. Voilà. Si vous jugez qu'il y en a trop, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. C'est vraiment vous, toujours l'artiste, qui vous jugez au fond des besoins. Une fois que j'ai mis mon fromage, je vais mettre à nouveau des tomates. Hop. Une dernière couche de tomates. Voilà. Et je vais finir avec mes dernières courgettes. Pareil, là, je pense que je vais en mettre 3, comme pour la couche du milieu. Je mets juste 3. Voilà. Donc, il me reste des courgettes et des tomates, mais c'est pas grave, je ferai une salade avec. Ça dépendait vraiment de la taille de votre... Moi, je l'ai fait plus en hauteur, mais elle aurait pu être un peu plus large. Ça aurait été très bien aussi. Et donc, voilà, la petite touche finale pour la lasagne. J'avais réservé ma petite... donc voilà à peu près à quoi ressemble ma lasagne. Je ferai une photo, ça sera sûrement plus joli que ce que vous voyez à l'écran. Voilà, notre petite lasagne. Donc là, vous pouvez la réserver au frais si vous ne la mangez pas tout de suite. Mais là, elle est un petit peu tiède normalement avec les légumes qui étaient réchauffés. Donc, vous pourriez la laisser... finis pas avec une... Excuse-moi, tu finis pas avec une couche de tomate? Oh, tu peux si tu veux, ouais. Parce que là, attends, je suis perdue là. J'ai la deuxième couche de viande et là, je suis à mettre la deuxième couche de fromage. Qu'est-ce que je mets après? Après, tu mets des tomates.
Ah, c'est là que je les mets. Ouais. Et après, Et tu je termines. termine par les, Comment? et je termine par les courgettes. Oui, mais si tu as envie de mettre encore des tomates par-dessus, libre à toi. Hein. Il n'y a pas de. Et du tout j'avais cru comprendre que c'était les courgettes et en dernier les tomates. C'est tout. Merci. c'est pas de problème. C'est parfait. Ben, moi, je l'ai terminée. Je la laisse de côté. Hop. Je vais vous laisser terminer les vôtres. Et puis, on va juste aller voir où en est notre tiramisu pour faire juste la finition du dessus. Et on a quasiment terminé l'atelier. Voilà. Hop. Je vais la mettre au frais, en fait, je pense. Donc, récupérez, quand vous avez terminé votre lasagne, récupérez votre tiramisu au congélateur. Hop là. Voilà. Bon, là, moi, il n'a pas assez saisi. Il n'est pas assez quand ce sera le moment pour vous. Mais je ne vais pas le faire là parce que ce serait dommage parce que quand c'est pas assez figé, le problème c'est que le cacao en poudre qu'on va mettre sur le dessus va vraiment boire. Et puis de toute façon, même quand on fait un tiramisu, souvent on saupoudre de cacao qu'au dernier moment avant de servir. Donc je ne vais pas le faire là, je vais juste vous expliquer. On prend une toute petite passoire, comme celle-ci par exemple. On met le cacao en poudre à l'intérieur. Alors, on ne le met pas au-dessus, on en met une cuillère à côté. Et on vient au-dessus et on tapote très légèrement en venant saupoudrer sur le dessus du tiramisu. Donc, très, très légèrement jusqu'à ce que ce soit saupoudré uniformément sur tout le dessus. Et ensuite, à la fin, un petit peu de gruau de cacao pour la petite touche finale, le petit croquant qui va bien donner. Donc, voilà. Là, moi, c'est pas un moule qui, comme je voulais au départ, qui se démoule, mais à la cuillère, hein, je pense que ça sera très bien aussi. Donc voilà, on a terminé notre atelier pour aujourd'hui. J'espère que ça a bien donné pour vous. Dites-moi ouais, si ça a été correct. Vous êtes content? J'aimerais bien voir vos lasagnes. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Bon, moi, j'ai pas été une bonne élève aujourd'hui, mais je vais la refaire, la recette. Ah ben, tu travailles en Je vais magasin. pas tous les ingrédients. Photo, Je vais la refaire. Ouais, C'est la ouais. fin que je refais Oh, plus on tard. va prendre le dimanche. génial. Trop bien. Ça va, Sandrine? T'as réussi? Je suis encore en train, mais je suis en très bonne voie, ouais. Prends ton temps, prends ton temps. Bon, Moi, j'ai bon, bien. moi, c'est fini. On va pouvoir le manger tout de suite alors. Ah bah oui, bien sûr, effectivement, ouais. Parce que nous, on a faim là. Bah si c'est là, c'est parfait. C'est fait pour. Hein. Je mets des horaires pour qu'on puisse manger dans la foulée. Profitez-en. Par contre, le tiramisu, je crois qu'il va être grand. On va aller le partager demain plutôt. Oui. De toute façon, c'est pas urgent. Vous pouvez le laisser au congélateur aussi. Ça va se garder très longtemps. Et vous le sortez que. S'il est vraiment congelé, vous le sortez au moins une demi-heure avant de le manger. Et sinon, une fois que c'est figé, vous pouvez le laisser au frigo. Il n'y a pas de problème. Et puis ça se garde bien 3-4 jours, voire 5 jours. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le manger plus tard, effectivement, c'est une préparation. Et puis, il y en a beaucoup, donc je ne sais pas combien vous êtes chez vous, mais ça peut faire un moment quand même. Puis, c'est bien riche, donc vous allez voir qu'une cuillère, déjà, c'est bien, ça tient bien encore. Les dates et tout. On sait que les dates, souvent, les noix, etc., je pense que ça va bien caler au bout du. C'est très riche, avec les cajous en plus, c'est vraiment. Mais c'est bonnes calories, c'est pas mauvais du tout. Donc, culpabilisez pas surtout. Et puis voilà, et je vous remercie en tout cas vraiment une fois de plus d'avoir été là. C'est dommage parce que c'est nombreux, mais il fait beau, hein, c'est ça le problème. Et puis on est moins confinés, donc on a plus envie de sortir. Donc, mais c'est pas grave, on va continuer à se retrouver pour d'autres ateliers. J'ai pas encore établi le programme du mois de juin.
mais je vais le faire bientôt. Puis j'aimerais bien peut-être faire d'autres choses un peu différentes, peut-être des ateliers au parc aussi en nature. Il n'y aura pas de machine, ça va être des choses bien simples avec un couteau, une planche à découper et puis on sera à 2 mètres de distance. Voilà, bon, en tout cas, merci pour aujourd'hui encore. J'espère que vous allez vous régaler. Faites-moi des photos. Merci. Merci à toi, Noémie. Merci Noémie. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Au revoir. Salut.